Bonsoir et bienvenue sur le plateau Les Cuisines africaines. L'Afrique, berceau de l'humanité. De l'identification des espèces à la maîtrise du feu, l'Égypte ancienne a été le pays précurseur de la transformation des aliments afin de les rendre comestibles. Partager ce savoir est capital. On peut donc affirmer que l'Afrique est le chef de file de la culture culinaire depuis l'époque des pharaons à l'Empire romain. Est-ce à dire que l'Afrique a été avant-gardiste dans le domaine de la cuisine? Ce qui est clair, c'est que l'Afrique ne saurait se résumer qu'à un seul bloc. C'est le plus vieux continent habité du monde et il est écrit aujourd'hui qu'il est composé de 54 États. Mais j'aime toujours faire cette précision qu'aujourd'hui, il compte plutôt 56 États. Puisque depuis 2011, je crois, le Soudan a été scindé en 2 États. Ça a porté le continent à 55 États. Et il y a un pays que tout le monde ignore, mais avec qui beaucoup de gens collaborent sur la planète, et qui existe avec sa monnaie, son drapeau, sa constitution, son président, son assemblée générale, et qui s'appelle le Somaliland. Donc, si on tient compte de ces 2 derniers États nouvellement créés, on compte l'Afrique, 56 États. Cette précision faite, je veux dire qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas de la cuisine africaine, mais plutôt des cuisines plurielles africaines. Conter l'histoire des cuisines africaines, c'est raconter l'histoire de milliers de générations dans ce continent féru de foufou. C'est une pâte composée de farine céréalière et qui est en fait un féculent qui est cuit à l'eau. C'est parcourir des cultures dans de multiples combinaisons de légumes, de types de viande ou d'épices. Mais malgré l'abondance de ses attributs naturels, la richesse de son histoire et de sa culture, l'art culinaire d'Afrique souffre depuis longtemps de perceptions négatives et de stéréotypes qui datent de la colonisation. Dans ce plateau introductif, nous allons donc plonger dans les cuisines africaines en découvrant surtout les femmes, les hommes et les traditions qui ont contribué à son élaboration. Une image fidèle de ces cuisines ne peut être comprise qu'à travers les prismes de l'histoire, du climat, de la géographie et des structures sociales. Je voudrais encore me répéter, aujourd'hui, c'est une invitation à découvrir l'Afrique à travers ces cuisines plurielles. Où sommes-nous? C'est nécessaire et important de le présenter, de le rappeler. Nous sommes à Tours et nous sommes à la Villa Rabelais, un ancien hôtel particulier du 19e siècle. Il abrite les équipes de l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation et du pôle alimentation de l'université. Les 2 institutions œuvrent de concert à l'application des programmes culturels et scientifiques de la Cité de la gastronomie en Val-de-Loire. C'est donc un lieu chargé d'histoire qui accueille le premier plateau, les cuisines africaines. Les cuisines africaines, c'est un programme culturel, gastronomique et itinérant porté par la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, les grandes tables et Chefs in Africa. Je dois préciser que la Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires travaille en étroite collaboration avec la Villa Rabelais. Ce programme itinérant a pour but de mettre en valeur la richesse et la diversité des gastronomies du continent africain. Après tout, qui lance les festivités, cette manifestation se tiendra dans 4 autres villes en France: Dijon, Calais, Clermont-Ferrand et Marseille. Retrouvez tout le programme sur le site lescuisinesafricaines.com. Et aujourd'hui, avec moi, autour de moi sur ce plateau, à ma droite, Nathalie Brigongoum. Vous vous présentez comme écrivain cuisinière
et refusez de trancher entre mains et mots. Et votre credo, étudier et faire manger. Vous nous parlerez aujourd'hui de transmission et de poésie. À ma droite, Monsieur Olivier Rollinger. Je m'amuse, quand je suis seul, je dis Olivier Rollinger, pour faire façon mon kéké américain, quoi. Alors, Monsieur Olivier Rollinger, vous êtes un chef cuisinier de renom, triplement étoilé pour votre restaurant, le Coquillage à Cancale, et vous avez créé les épices Rollinger. On en parlera forcément aujourd'hui. À côté de Olivier Rollinger, tout à l'heure, je bafouillais son nom de 1000 façons différentes. Je vais répéter ça 3 fois avant de dire son nom. C'est Glory Kabé. Glory Kabé, vous êtes une chef engagée, pionnière du mouvement culinaire afro-vegan en Europe. Et vous nous parlerez forcément de votre parcours et de votre engagement. À côté de vous, ce jeune beau gosse avec les chaussettes illustrées, imprimées et tout, il s'appelle Axel Mbecha. Vous êtes cofondateur du réseau Chef in Africa pour la promotion et la transmission du patrimoine culinaire de l'Afrique. Et vous nous parlerez forcément de votre travail et du poivre du Pendja que vous analysez dans le cadre d'une étude. Et puis, forcément, une cheftaine pour terminer, Olivia de Souza. Alors, Olivia de Souza, vous êtes originaire du Togo, vous avez grandi en Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Très bien, vous aimez le bon pays, là. Et vous êtes mère de 3 enfants. À 17 ans, vous arrivez en France, à Tours, où vous passez votre bac. Après vos études, vos premiers pas dans la vie professionnelle s'effectuent dans le commerce. Et vous prenez conscience que votre passion, votre épanouissement se trouve ailleurs. Donc, votre passion qui est la cuisine devient alors votre métier. Vous entreprenez alors, plusieurs voyages, des voyages culinaires en famille, sur la route des épices. Et en 2004, vous ouvrez votre première table d'hôte à Tours, qui nous accueille aujourd'hui d'ailleurs. Et en 2011, vous décidez de rentrer au Togo, où vous ouvrez à Lomé un atelier de cuisine, l'atelier des sens. Objectif, démystifier la cuisine afro-créole. Vous initiez ainsi vos hôtes à l'utilisation des épices et à la réalisation de mets simples et goûteux. Alors, Olivia de Souza, vous êtes le fruit d'un brassage culturel gastronomique. Et vous n'avez peur de rien, ce qui est écrit en tout cas, en lettres d'or. Vous n'avez peur de rien, puisque vous aimez oser de nouvelles saveurs avec les plats traditionnels africains, à partir desquels vous dites vouloir transmettre des valeurs, des émotions et un peu de réflexion. Aujourd'hui, Olivia de Souza, qu'allez donc préparer pour nos invités sur ce plateau aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous cuisiner avant tout des pois bambara, voilà, que je vais cuisiner en fait, il n'y aura pas d'entrée, plat, dessert, il y aura un peu de tout. Donc, des pois bambara que je vais faire... Voilà, comme un seul plat, c'est bon. Mais là, il y aura 4 plats, c'est bon aussi. Donc, je vais faire un petit confit là, que je suis en train de faire d'oignons avec de l'huile de coco, dans lequel je vais rajouter les pois bambara qui sont déjà cuisinés et qui sont là, voilà. Parce que c'est très, très long à cuisiner. Donc, je les ai fait un peu en avance. Après ça, on aura le djenkoumé. Tout à l'heure, vous parliez de foufou. Donc, le djenkoumé, c'est une pâte qui est faite à base de farine de maïs. Donc, une farine de maïs qu'on fait torréfier et qu'on mélange avec de la farine de coco. Voilà. Donc, et quand on a un peu plus de moyens, on peut même la mélanger avec la farine d'arachide. Et donc, c'est une pâte qui est vraiment très riche et que chez nous, on appelle le djenkoumé. Voilà. Donc, quand vous parlez de maïs avec de maïs et de coco, tout à fait. Moi, ça me renvoie dans mon pays qui vient au nord, à Chantilly, voilà. 2 grandes régions, tout à la fait. savane et la forêt. Tout à et dans fait. la forêt, on cuisine beaucoup avec le lait de coco. De lait de coco, alors que dans le nord, non. Là, pour moi, avec cette farine que vous faites là, ça vous avez fait le lien entre la forêt et la savane. Tout à fait. Mais c'est ce que je fais entre le nord et le sud de chaque pays. Et donc, voilà, c'est une farine qui est comme ça, vous verrez, qui est très... et donc, on fait une pâte qui ressemble beaucoup à de la polenta dans la façon de faire.
Voilà. Exactement. Et on peut la rendre plus... On la retrouve au Cameroun, on la retrouve un peu partout sur différents noms. En Côte d'Ivoire, non, on ne mange pas ce type de pâte-là. Et ça va être accompagné... En Côte d'Ivoire, c'est le placali, voilà. C'est le placali, mais c'est aussi la pâte de maïs fermentée, qui est très proche de la polenta. Tout à fait. La première fois que j'ai mangé de la polenta, j'ai dit, oh là là, ça c'est un plat, c'est nouveau. Oui, c'est vrai qu'il y a différents types de pâtes. Ouais, voilà. Ouais. Donc, je vais vous faire ça. Après, je vais vous faire un dessert à base de noix de cajou. Voilà, de noix de cajou, de gari, qui est de la farine de manioc également. Exact. Donc, en fait, j'ai essayé de mettre en avant les produits que j'utilise au quotidien et qui font vraiment la base de ma cuisine et de la nourriture togolaise en général, et même africaine en particulier, parce qu'on aura aussi les haricots aux yeux noirs, donc les haricots cornilles qu'on utilise partout en Afrique de l'Ouest. On a aussi du fonio. Voilà, que j'ai ramené. J'essaierai de faire Si j'ai le temps, je vous ferai découvrir un peu de ces différentes choses. Bon, voilà, vous avez énuméré tous les ingrédients qui vont rentrer dans ce plat que vous allez nous proposer, décliné en 2, 3, 4 variétés différentes. Voilà, bref. tout à fait. Et la question, c'est de savoir, un plat comme celui-là, comme le djenkoumé, et à quelle occasion le mange-t-on? Alors, c'est un plat confort. Moi, je dis, c'est un plat confort. Le djenkoumé, on pourrait le manger tous les jours. Mais nous, c'est vrai qu'on le mange plus le samedi ou le dimanche, où on a un peu plus de temps de le cuisiner, parce qu'il faut torréfier le maïs, il faut, voilà. Donc, c'est un plat qu'on cuisine en famille. Mais la farine peut se faire bien en amont. Et donc, si on a un pot de farine ou un bouillon, hop, hop, on peut le faire. Mais c'est vrai que c'est un plat que j'appelle confort, parce que c'est un plat famille, ou quand on a le temps, dimanche, samedi, voilà, week-end. J'ai envie de rebondir sur vous pour aller rejoindre un des grands spécialistes des épices, qui est Olivier Rollinger. Et vous avez cité plusieurs épices, et j'ai envie de lui poser la question à Olivier. Est-ce que vous l'en avez reconnu, puisque vous vous intéressez aux épices du continent africain aussi? Bien sûr, mais on s'aperçoit que l'Afrique, comme vous l'avez parfaitement précisé, est une cœur de l'alimentation de l'humanité. Mais elle a eu l'intelligence d'avoir toujours à l'esprit curieux et s'est toujours intéressée à des épices qui parfois venaient d'ailleurs. Je pense au piment qui venait des Amériques, mais évidemment je pense à un temps plus ancien, et en particulier les périodes égyptiennes, où justement on trouve le poivre qui est arrivé très vite sur le continent africain. Bon, je vais laisser Olivier à ses fourneaux. Moi, je commence à avoir faim de oui, ça sent très bon, effectivement. Ça sent très, très bon. Et je viens retrouver mes papiers pour continuer notre plateau. Alors, c'est trouve que... Bon, Olivia, vous voyez, quand tu constates, je suis mal poli, je n'ai même pas dit merci avant de partir. Merci, Olivia. Donc, Olivia... Je suis parti d'Olivier de Souza. Olivier de Souza, je vous ai oublié de vous présenter totalement. J'imagine, Olivier de Souza, que vous connaissez la scène gastronomique Chef in Africa, le réseau Chef in Africa. Ben, on a avec nous un des représentants sur ce plateau, c'est Axel Mbecha. Vous êtes né au Cameroun et vous vous présentez comme citoyen du monde. Passionné d'art culinaire depuis votre petite enfance, vous avez travaillé dans plusieurs entreprises culinaires telles que Gordon Ramsay Restaurant. J'espère que je prononce bien les mots anglais parce que des fois j'ai tendance à les écorcher. Vous avez travaillé également aussi au Marriott International et à Hilton. Et après une formation en marketing, vous intégrez l'école des métiers de la table à Paris pour développer vos compétences culinaires. Vous effectuez ensuite un double master en management de l'hôtellerie et la restauration à l'Institut Paul Bocuse. Oui. Comme on dirait à Abidjan, lui là, c'est pas un petit, hein. Il fréquente les grands. Bon, donc à l'Institut Paul Bocuse, et vous avez été en partenariat avec l'université Aga Elia en Finlande. C'est bien ça. Tu vas au bout du monde. Parfait. Et aujourd'hui, Axel, tu vis à Lyon. Et ton ambition,
c'est d'écrire une nouvelle histoire de la gastronomie africaine. Dans ce sens-là, on peut dire que Chef en Africa a pris part au projet de les cuisines africaines, par rapport à tout ce que vous avez fait, par rapport à tous vos projets, vos rêves, vos ambitions. La première question, c'est de savoir, est-ce que tu veux bien nous parler de ton réseau, Chef en Africa, et comment est-ce qu'il a été créé? Oui, merci Sorosolo. En effet, le challenge pour nous aujourd'hui, ça a été de participer à écrire justement cette nouvelle histoire de la gastronomie africaine. Donc on a réfléchi avec Jovey Malonga. Donc nous avons créé en 2016 Chef in Africa, il y a 5 ans de cela. Et ça se voulait comme une plateforme qui réunit les cuisines d'Afrique d'ici et d'ailleurs. Donc l'Afrique, comme on dit, elle est ici, elle est partout. Elle voyage depuis l'esclavage, elle voyage à travers la colonisation, elle voyage même sur le continent. Donc l'idée pour nous, c'était de se dire, OK, il y a beaucoup de chefs, beaucoup de talents en Afrique, notamment dans l'univers culinaire. Il y a beaucoup de savoir-faire, beaucoup de terroirs riches. Donc l'idée, c'était de présenter, faire connaître ces techniques, ces savoirs et ces artisans du goût. Donc on a commencé en créant la plateforme qui aujourd'hui rassemble plus de 4000 membres. Donc la plateforme aujourd'hui, elle sert de levier qui permet de connecter les membres entre eux, aussi bien ceux de la diaspora que ceux qui sont basés sur le continent. La plateforme également permet de lier des relations économiques, on va dire, entre les producteurs et les demandeurs. Donc notamment, on va parler tout à l'heure certainement du poivre de Penja ou d'autres épices qui participent du point de vue pratique au développement local des populations et des petits producteurs qui vivent de cela. Comme on dit chaque fois, les cuisiniers, nous ne sommes que des artisans, des transformateurs. Mais c'est le produit qui s'exprime. Nous, on est qu'au service de ce produit-là. Donc, le travail de Chef in Africa, c'est de mettre en avant l'ensemble de la chaîne. Donc, on met en avant le produit, on met en avant la personne qui transforme et on met en avant les savoir-faire qui accompagnent cela. Donc, c'est ainsi que le réseau s'est construit. Donc, petit à petit, on fait bon nombre de chemins. Donc là, Chef in Africa continue à rejoindre justement à travers ce projet Les Cuisines africaines, donc travailler avec les grandes tables et la mission française pour pousser davantage la visibilité et la reconnaissance des cuisines africaines comme étant des cuisines à part entière en fait. Donc l'idée n'est plus de les cataloguer, donc la notion d'exotique finalement. Donc exotique par rapport à quoi ? Donc, c'est une notion tout simplement d'une cuisine à part entière, une cuisine avec une identité propre. Et, elle est fière en tant que cuisine. Et l'idée aujourd'hui, c'est tout simplement de pouvoir pouvoir exprimer ses techniques, ses savoirs, exprimer aussi tout ce qui la constitue. Donc, lorsqu'on parle de ce qui la constitue, on parle des acteurs. Là, aujourd'hui, on est là avec la tata Olivia de Souza, qui est venue du Togo, partager avec nous ses voyages, partager avec nous son essence. Finalement, c'est tout simplement l'expression d'un soi, l'expression l'expression de qui nous sommes. Et dans le réseau Chef en Africa, il n'y a pas que des chefs cuisiniers. Il y a aussi des producteurs, je pense aux pêcheurs, aux éleveurs et certainement aux agriculteurs. À quel besoin répond l'implication des producteurs dans le réseau Chef en Africa? Je dirais que les producteurs, c'est essentiel. Certes, on s'appelle Chef in Africa, mais on n'est pas qu'un réseau de chefs, j'ai tendance à le dire. Chefs in Africa, parce que certainement, le chef représente celui qui permet de ramener l'histoire auprès du consommateur. Mais le chef n'est qu'un vecteur, il n'est que le lien. Mais en fait, on doit pouvoir recrasser la chaîne. Et recrasser la chaîne dit aller à l'essence. L'essence, c'est le produit. Et qui œuvre au quotidien avec le produit. C'est ce pêcheur qui se lève à 5 heures du matin pour aller
dans le lac pour pêcher son poisson. C'est cette maman agricultrice qui se lève pour aller dans ses plantations à Bukavu ou bien à Nyamirambo ou bien dans les différents villages d'Afrique. Moi, je pense, par exemple, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais en vacances chez mon grand-père. Donc, il venait de Melon, c'est dans le littoral du Cameroun. Et quand j'allais à Melon, c'était toujours une occasion de pouvoir être en contact justement avec, on va dire, le produit, mais au-delà de cela, la terre où vient le produit. Et du coup, c'est comme ça qu'on comprend et on perçoit l'essence même du produit. Donc, travailler, lorsque l'idée de Chef in Africa nous est venue, travailler avec les producteurs était inéluctable, en fait. Ça allait de soi. Donc, c'est comme ça, justement, qu'on s'est rapproché au maximum des producteurs et on a beaucoup appris d'eux. On a beaucoup appris lorsque, par exemple, avec Dieu Veille, on a effectué des voyages, notamment au Ghana. On a pu percevoir les savoir-faire, des techniques ancestrales pour fumer du poisson. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a des pêcheurs qui pêchent le poisson. Ensuite, ils sont constitués en petit comité ou en famille, travaillent en famille. Et il y a la maman qui va recevoir les poissons, elle va les nettoyer, elle va avoir une technique particulière pour les fendre en deux et les étaler sur des grilles pour les faire fumer, les faire sécher avec des savoir-faire exquis. Et ce sont ces savoir-faire-là qui constituent l'essence de la gastronomie et des cuisines africaines. Comme vous avez si bien dit, ce n'est pas la cuisine, mais les cuisines africaines au pluriel. Ces cuisines s'expriment à travers ces savoir-faire. Et aujourd'hui, l'enjeu pour nous, c'est d'identifier ces savoir-faire-là pour pouvoir les léguer aux générations futures, d'où l'enjeu de transmission. Et la transmission, comme disent Dieuveuille Malonga, c'est d'abord, dans un premier temps, de comprendre, ensuite faire comprendre. Donc, nous devions aujourd'hui prendre la peine de comprendre pour pouvoir le transmettre aux générations futures. C'est joli ça, j'aime ça. Comprendre pour faire comprendre et répéter plusieurs fois, puisque on ne le répétera jamais assez. La répétition a des vertus pédagogiques. Pour terminer avec vous, avec toi, Axel, j'imagine avec un programme aussi dense et aussi diversifié entre les chefs, les producteurs de toute nature, vous avez forcément des ambitions pour le futur. Oui, les ambitions, ils sont énormes, je dirais, ils sont grands. Mais toujours est-il que la volonté pour nous, dans un premier temps, c'est de connecter les différents acteurs. Là, je suis très heureux en ce jour d'être sur ce plateau avec vous, avec Glory, avec Nathalie, avec Olivia, avec le chef Rollinger. C'est de partager tout simplement un moment d'échange entre acteurs, parce que c'est dans le partage que vient l'essence. Et au-delà de ce partage-là, il y a un projet qui nous tient à cœur en tant qu'organisation. On s'est dit que les chefs africains, donc les chefs d'Afrique, aussi bien ceux qui sont sur le continent que ceux qui sont dans la diaspora. Quand on parle de diaspora, j'entends ici aussi bien ceux qui vivent dans les diasporas occidentales, notamment aussi bien Glory qui est basé à Paris, ou le chef Pierre Thiam à New York, ou certains autres chefs avec lesquels nous travaillons. Mais au-delà de cela, c'est aussi des chefs qui peuvent être basés à Cuba ou au Brésil, à Salvador. Donc l'idée, c'est de dire finalement que les cuisines africaines peuvent aller au-delà du continent en son sein. Et tous ces chefs-là, comment est-ce qu'on réussit à partager avec les autres, au-delà de leur existence, mais surtout la nature de leur créativité et la nature de leur talent. Donc on s'est dit qu'on allait œuvrer pour un label Chef in Africa, qui allait non pas être là comme un macaron, mais plutôt comme un élément de communication, comme un vecteur qui participerait à faire tout simplement déjà reconnaître leurs différentes adresses, participer à valoriser leur savoir et leur spécificité. Par exemple, Glory qui travaille autour de l'afro-vegan, dont elle est l'une des pionnières, qui fait partie, qui est un mouvement qui est, on va dire, qui fait partie de la grande cuisine ou des cuisines africaines. Donc, les différents mouvements qui sont portés, aussi bien l'afrofusion, l'afro-vegan, donc les différentes missions ou visions qui sont portées par les cuisines africaines ou l'afro-créole, comme
comme Olivia de Souza. Donc, c'est véritablement se dire, derrière tous ces différents mouvements, ce sont les cuisines africaines qui s'expriment. Donc, pouvoir les représenter à travers un label, ce serait pour nous, en fait, un beau projet. Et c'est pourquoi nous œuvrons pour pouvoir mettre sur pied ce projet. C'est bien, hein? De partager, s'unir, se diversifier, aller au-delà des frontières pour vous regrouper, pour vous structurer et parler un langage diversifié, pluriel, mais en même temps un langage unique. Ça me renvoie à un proverbe du Mali qui dit « C'est quand les oiseaux volent en groupe ensemble qu'on entend la musique de leur battement d'ailes. » Autrement dit, c'est ensemble que vous obtiendrez certainement les meilleurs résultats. Merci Axel Mbacha et puis... je vois que dans votre combat, vous, dans je veux dire, la structure Chef en Africa, et principalement ce combat qui est mené sur le continent africain par ces jeunes chefs, ça fait vraiment bouger les lignes. Et j'imagine que vous savez qu'il y a aussi en Europe des jeunes chefs qui font bouger les lignes. Et tu l'as cité tout à l'heure, et Glory Kabé fait partie de ces jeunes qui font bouger les lignes. Et Glory Kabé, on te présente comme une pionnière du mouvement culinaire afro-vegan en Europe. Tu as parcouru les 4 coins du monde pour assouvir ta curiosité et ta soif d'expérience culinaire. Après tes débuts à Londres en tant que chef indépendante, il faut le préciser, indépendante, alors tu es revenu à Paris pour parfaire ton art. Et maintenant, tu officies à la Mano. C'est quoi la Mano d'ailleurs? C'est quoi la Mano? La Mano, c'est anciennement un restaurant mexicain vegan et qui s'est transformé en restaurant vegan tout court et qui a été curieux d'accueillir l'afro-véganisme pendant un moment. Très bien. Donc, tu es revenu, tu es officié à la Mano, puis à l'abattoir végétal avant de te poser un temps dans les cuisines de Papille et d'installer, j'insiste là-dessus, les principes d'une cuisine saine et gourmande, sans arôme artificiel ni additifs. Et ton identité culinaire, végétale et gourmande, puise son inspiration dans les diasporas africaines du monde entier. Et en filigrane, ta cuisine interroge sur de nombreux enjeux socio-culturels. La question des héritages, des croisements de cultures et des diasporas, de la santé. Beaucoup de questions, hein? Et tout cela, et aussi de la place de la femme dans ce milieu qui est un peu macho quand même. Hein? Il est essentiellement géré par les hommes. Donc, il y a aussi la question de l'écologie. Enfin, je ne finirai jamais d'énumérer tous les territoires que tu prospères, etc. Donc, la question, c'est de savoir que ce qui est merveilleux dans le monde de la cuisine, c'est que les parcours sont rarement linéaires. Et toi, Glory Kabé, avant d'être la chef nomade que l'on connaît, tu as notamment été hôtesse de l'air. Raconte-nous ça un peu, un petit bout de ce passé occulté. Mais j'ai tout simplement eu la chance de pouvoir choisir les métiers que je voulais faire. J'ai toujours souhaité travailler par passion. Alors, après avoir fait des études d'assistante de direction trilingue, j'ai travaillé quelque temps dans la communication, mais ça ne me passionnait pas assez. Alors, j'ai décidé de me retourner vers l'une de mes passions qui était le voyage et donc de faire une formation pour devenir hôtesse de l'air. Le métier m'a plu, j'ai adoré pouvoir me déplacer dans le monde entier. Je crois que c'est là qu'a commencé un petit peu mon travail sur l'afro-véganisme et un peu mon parcours de chef parce que la plupart de mes voyages étaient essentiellement des voyages culinaires. J'étais contente de pouvoir aller découvrir les cuisines locales des différents endroits dans lesquels je me trouvais. J'adorais pouvoir me perdre dans les populations. Tout ce qui était un petit peu en dehors des sentiers battus, où je pouvais y aller avec aisance. Et ça a juste continué à constituer un petit peu ce panel de recherche que j'avais envie de faire, personnel avant tout. Et puis, le métier m'a moins intéressée, parce que finalement, j'avais rapidement fait le tour de ce qui pouvait se passer dans un avion et en dehors de l'avion. Et donc, je me suis posé la question de pouvoir m'installer à l'étranger. Je suis partie vivre au Brésil, à Salvador,
qui est donc, j'en discutais avec Axel un peu plus tôt, la première capitale du Brésil où est arrivé tous les esclaves. C'est peut-être l'endroit où il y a la plus grande diaspora africaine en dehors du continent africain. Et en fait, je me suis sentie à la maison. Bien entendu, j'avais un visa de touriste de 3 mois que j'ai laissé expirer gracieusement. Je suis restée bien plus longtemps et j'ai vécu l'un de mes plus beaux rêves. Et ça a donné naissance en fait à ce projet de chef. Pendant ce voyage, je me suis demandé ce que je voulais faire. J'ai pris le temps en fait de me demander à nouveau ce que je voulais faire. Et l'orientation vers une autre passion, la cuisine, a été naturelle. Et c'est aussi le moment où j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, de devenir végane. Ce qui a été un petit peu un paradoxe parce que je me trouvais dans le pays du churrasco. Pendant les fêtes, il y avait des barbecues tous les jours. Mais je suis tombée tout simplement amoureuse de la cuisine afro-brésilienne qui avait beaucoup de similitudes avec ce que j'avais pu connaître, des différentes cuisines africaines que moi-même j'ai pu rencontrer dans ma vie. Et donc c'est là où j'ai défini exactement ce que je voulais faire, devenir chef afro-végane. Donc je suis revenue en France parce qu'il fallait rentrer. Oui, il fallait revenir. Même si au Brésil, tu te sentais chez toi en Afrique. À la maison, oui. Je valide. Oui. Le jour où j'ai mis les pieds à Salvador de Bahia, il fait, mais on a Cotonou là, on a Dakar, c'est pas possible. Et quand on m'a invité dans une famille brésilienne, j'ai retrouvé les haricots, et Olivia tout à l'heure parlait du gari, j'ai retrouvé le gari, j'ai retrouvé le gombo, j'ai retrouvé... L'huile de palme, le dendé. L'huile de palme, le manioc, j'ai dit, mais attends, c'est normal. Je crois que le plus grand choc, peut-être pour moi, ça a été une fois de prendre un bateau pour passer de Salvador à une île. Et en fait, il y avait des vendeurs ambulants qui peuvent vendre du popcorn, des chips, etc. Et là, ils vendaient du chikwang. Et là, c'est bon. Ok. C'est incroyable. Ça a été Nos cousins qu'on a vendus là, il y a 4 siècles, ils sont partis, ils ont gardé tout ça en mémoire, ils ont reproduit tout ça là-bas. C'est exactement ça. Musicalement, du point de vue de l'art culinaire, dans l'esthétique vestimentaire, dans la décoration. Il faut savoir qu'à Salvador, ils ont ce qu'ils appellent le mois de la conscience nègre. Ouais, oui. C'est l'un des seuls endroits dans le monde où on retrouve ce genre de représentation, d'événements en fait dédiés à la culture africaine et à la fierté qu'on peut en avoir en fait, tout simplement. Et ce que tu dis, c'est important en fait, finalement que nos cousins qui ont quitté le continent, ils aient décidé de porter avec fierté en fait ce qu'ils ont laissé derrière eux. Et même dans ce qu'ils ont créé, il y a toujours la fierté de la racine d'où ils viennent. Donc c'est pour ça, je pense que pour n'importe quelle personne intéressée... On va brancher sur le développement des musiques. Au Brésil, on ne va pas s'en sortir, on est là pour parler de cuisine. Parce que non, mais je termine sur celle-là. Vous voyez ce qu'ils appellent le birimbao? Oui, bien sûr. C'est un instrument qu'on trouve au Cameroun, qu'on trouve en Côte d'Ivoire. Chez moi, on l'appelle l'arc à bouche. Et puis, ou le nakun, la cuica. C'est des instruments qui sont encore dans le bois sacré chez nous. Bref, revenons à la cuisine, sinon. Mais j'aimerais aussi savoir comment, comme on a Cabré avec nous aujourd'hui, Cabé avec nous, on va lui demander comment on peut définir un culte comme moi, s'il veut faire les cultiver en société, comment est-ce que je vais définir l'afro-véganisme? Avec des mots simples. Avec des mots simples, je pense que l'afro-véganisme, c'est tout simplement la représentation en fait des cuisines africaines et surtout des diasporas africaines. Je pense qu'il faut mettre un accent dessus tout simplement parce que culturellement et socialement parlant, on ne s'est pas arrêté à ce qui s'est passé en Afrique. Il y a eu la colonisation, il y a eu les rencontres, il y a eu les croisements. Et tout ça a donné naissance à beaucoup de saveurs et d'identités différentes et qui sont représentées et vivantes encore aujourd'hui. Et la cuisine afro-végane, c'est toutes ces cuisines à la sauce végétale, avec une conscience un peu plus poussée et surtout un retour à une source et à une origine en fait qui était initialement végane. Donc je pense pas que ce soit une création de mouvement, mais sinon un retour à une pratique un peu moins modernisée et plus traditionnelle. Ben, avec tout ce que tu viens de développer là, forcément, ça me renvoie à Olivier, qui est juste à ma droite, Rollinger, parce que on sait qu'en Europe, en général, on est passé
à une alimentation majoritairement carnée en Europe. Et ça, depuis l'époque surtout, de cette époque qu'on appelle les années glorieuses ou les glorieuses, les 30 glorieuses, les années 60. Donc depuis cette époque-là, la consommation de la viande s'est intensifiée. Et c'est là où je vais rejoindre Olivier, puisque Olivier Rollinger, tu as traité de la consommation raisonnée dans ta publication pour une... Je crois que je l'ai même sous la main. Allez, je me permets de le récupérer, le livre. Il est intitulé « Pour une révolution délicieuse » et il est paru en 2019. Et dans ce manifeste, dans une sorte de manifeste, tu as dit également « Tu deviendras un carnivore frugal ». Et à la page 21, tu as écrit, je vais te citer, « Pour nourrir la planète, il nous faudra devenir des carnivores frugaux. L'avenir nous portera naturellement vers une alimentation plus végétale, notamment parce que pour produire une protéine animale, il faut plus de 10 protéines végétales. » Et puis tu avoues, je le dis franchement, d'autant plus que, je le dis franchement, avec franchise, j'apprécie de temps en temps, une belle côte de bœuf. Ça, c'est vraiment, c'est très honnête. Alors finalement, Olivier, on peut dire que vous êtes sur un territoire commun avec Kabé. D'abord, je voulais vous remercier de m'avoir invité parmi vous, parce que pour parler de ces cuisines africaines, je n'ai aucune légitimité, je ne suis pas du tout crédible, mais néanmoins, je suis très heureux d'être parmi vous. D'abord parce que je vois s'occuper de cuisine beaucoup de femmes, et puis aussi une jeunesse. Et depuis très longtemps, moi, peut-être parce que vice-président à l'international des Relais du Château, j'ai toujours, et je défends, bec et ongle, non pas une cuisine, et surtout pas la cuisine française, ou une cuisine mexicaine, ou une cuisine espagnole, ou une cuisine italienne, je veux dire les cuisines du monde. Et il est vrai, et il faut reconnaître, que ce continent, qui par son art, par sa musique, par sa danse, par sa poésie, n'est absolument pas reconnu à travers la diversité de ses cuisines. Or, on sait très bien qu'une cuisine, eh bien, à égale distance entre une nature et une culture. Et Dieu sait si la nature sur ce continent est diverse et multiple, et la culture, les cultures africaines, mais aujourd'hui, on dit qu'il faudrait aller voir ce qui se passe sur d'autres planètes. Mais tentons encore d'aller voir ce qui se passe dans des endroits du monde, et plus particulièrement sur le continent africain. Là, et quand vous parlez de présenter de cette nouvelle identité culturelle de tous ces pays africains, j'ai du mal parce que j'ai toujours l'impression que c'est l'époque de la colonisation qui a découpé des pays, alors qu'il y avait des pays, évidemment, naturellement, qui avaient tout d'un coup, d'un côté de la frontière, on mange la même chose. Mais parce que c'était une population et qu'il y a eu des Anglais, des Européens, des Français, que sais-je, qui ont découpé ça à la machette, si je puis dire, et qui n'avait pas de sens. Parce que finalement, un pays, on retrouve une communauté de population à travers une cuisine. Et là, moi, alors, le véganisme, je vais sûrement pas défendre les extrémistes véganes qui sont dans la violence, parce que justement, lorsqu'on est végane, théoriquement, on ne devrait pas être violent et pacifiste. Mais je comprends en même temps la sonnette d'alarme que le mouvement végane a présenté à l'ensemble de la planète. Lorsqu'on voit la violence de ces élevages, de ce traitement des animaux, c'est inacceptable. D'ailleurs, ce ne sont plus des élevages, ce sont des usines à protéines. Donc on comprend qu'une jeunesse du monde aujourd'hui tourne le dos à cette alimentation. En revanche, je pense qu'il faut se rapprocher quand même. Le véganisme, ça vient du monde urbain. Mais il faut faire attention parce qu'il ne faudrait pas confondre le rapport au vivant, parce que couper une laitue pleure aussi. Lorsqu'on coupe une laitue, elle pleure. Donc le vivant, il faut surtout avoir un grand respect du vivant.
et ne pas avoir peur d'affronter la mort. Parce que pendant très longtemps, dans les campagnes, on savait ce que c'était tuer un poulet, tuer un animal, pour effectivement se nourrir. Aujourd'hui, la mort a disparu des villes. Or, on sait très bien que le monde est de plus en plus urbain. Et donc, on veut cacher la mort. Donc, comment pouvoir imaginer qu'il y ait un morceau de cadavre au milieu de la table? C'est insupportable. Mais pourtant, c'est toute cette ambiguïté entre la vie et la mort. Mais la mort fait partie de la vie. Et il ne faut pas tuer pour massacrer, pour manger de la viande, Il faut peut-être d'abord, et souvenez-vous, dans toutes les grandes périodes de notre histoire, l'humanité, lorsque l'on mangeait de la viande, c'était un sacrifice et que l'on partageait. On tuait le cochon, on tuait le bœuf, à un moment donné, c'était un rituel. Et ce n'était pas n'importe quoi, et qui était souvent le prolongement d'ailleurs du sacrifice humain. Pour dire que moi, vraiment, et puis alors vous avez parlé de cette Afrique que je connais moins, je connais bien Madagascar, je vous dis, je n'ai pas légitimité d'être là. Mais de savoir, par contre, quand vous parlez de Salvador de Bahia, moi j'ai écrit dans un de mes livres, c'est le plus beau grain de beauté du monde. C'est une ville où l'amour est partout, où l'on danse, où l'on chante, mais où il y a une sensualité, je ne dis bien pas une sexualité, il y a une sensualité, il y a une fraternité qu'on ne trouve nulle part ailleurs, ou alors sans doute en Afrique, mais c'est sans doute parce que je ne la connais pas suffisamment. Et de voir cette jeunesse prendre en main, et surtout pas jouer les rockstars, mais avoir compris que pour faire une belle et grande cuisine, il fallait d'abord une nature, et il ne fallait pas l'abîmer, cette nature. Il fallait également avoir des hommes et des femmes qui façonnent cette nature, des agriculteurs, des éleveurs, des pêcheurs. Et puis ensuite, eh bien, il faut toute l'histoire. Et le seul petit bémol, faisons attention, parce que moi j'ai écrit plusieurs fois, pourquoi aujourd'hui, lorsque l'on porte la cuisine africaine, ou comme d'autres cuisines italiennes, des cuisines espagnoles, des cuisines françaises, c'est toujours les hommes. Or, depuis la nuit des temps, ce sont les femmes qui ont nourri l'humanité. Et la grande question, les hommes ne sont-ils pas des imposteurs dans les cuisines du monde? Ou une autre question, faut-il que les hommes s'approprient une activité pour qu'enfin on en parle? Des grands sujets. Donc moi j'espère que les femmes africaines vont relever ce défi en disant non, c'est nous. Non, enfin, sérieusement, ce que je dis est sérieux, mais on peut le prendre évidemment d'une manière... moi j'ai un ami qui s'appelle Gaston Acurio, qui a révélé la cuisine péruvienne. On allait autrefois au Pérou pour écouter la flûte de Pan, aller voir le Machu Picchu. Aujourd'hui, on va au Pérou pour goûter une cuisine. Mais ce n'est pas une cuisine élitiste. Ce n'est pas une cuisine avec des produits très... Il est allé dans toutes ces provinces du Pérou, et il est allé chercher la cuisine des pauvres, la cuisine des gens qui étaient dans l'image, ça n'avait aucun intérêt. Et il a révélé au monde cette richesse et cette biodiversité culturelle. Alors, bravo, un grand bravo, parce qu'il va falloir lutter contre l'agro-business par rapport à cette espèce de rouleau compresseur culturel et alimentaire de quelques sociétés multinationales qui ont voulu s'approprier non seulement la cuisine de tous les jours, mais même la gastronomie. Il suffit d'aller dans des hôtels dans le monde entier et simplement de prendre un petit déjeuner. Quelle pauvreté! Cette espèce d'uniformisation, cette standardisation, cette uniformisation, vous êtes là pour relever ce défi. Je vis un moment très heureux avec vous. Merci beaucoup, Olivier. Je crois que tu veux commenter tout ce que tu viens de relever, de soulever comme question. On passera encore 2 heures. Et tu as répété 2-3 fois que tu n'as pas de légitimité, si tu en as une, parce que tu es juste un être humain, comme tous les autres êtres humains de la planète. Comme on dit en Afrique centrale, nous sommes tous des Bantous. Là, on ne parle pas de blanc, de noir, de jaune, de rouge. Non, on parle d'humain. Et en tant qu'humain, tu as la légitimité de parler de cette culture culinaire
africaine. Bref, et puis, ce que tu as dit sur le véganisme, comme dans tous les mouvements, tu as les extrémistes qui viennent finalement déconstruire ou ternir l'image de ceux qui ont un vrai projet, un vrai engagement social. C'est pour ça que, pour emprunter une des maximes de chez vous, ici, n'est-ce pas, c'est Plessis et Molière qui dit la parfaite raison veut qu'on soit sage avec sobriété, qu'on fuit toute extrémité. Quand on est dans les extrémités, on donne dans les dégâts. Donc, par rapport au véganisme, les extrémistes, oublions-les, comme les extrémistes religieux, etc. Et pour ce que tu as dit sur le Pérou, pareil. Découvrons, allons ailleurs pour non seulement nous enrichir, mais pour enrichir les générations à venir. Je voudrais, avec ta permission, Olivier, toi comme Axel, comme Olivia derrière moi, comme Nathalie, vous connaissez certainement M. Pierre Thiam, peut-être, oui ou peut-être non. Il est sénégalais et il est installé à New York. Il a aussi une installation à Miami. Nous l'avons interviewé il y a 3 semaines et il nous a décrit ses premiers pas de chef aux États-Unis. Écoutons ces 5 minutes d'entretien. 3 jours après que j'arrive à New York, je me suis trouvé sans un sou, dévalisé, dans la chambre d'hôtel, enfin l'hôtel, je dis hôtel, c'est un gros mot. Hein. Mon ami habitait dans un hôtel, soi-disant. En fait, c'était un immeuble où pas mal d'immigrés habitaient, des immigrés sénégalais, et aussi beaucoup de homeless, tu vois. C'était vraiment l'immeuble, un squat, ouais, c'était vraiment un squat, hein, vraiment le jour et la nuit. Hein. Quand tu parles de New York, à Dakar, tu t'imagines quelque chose de fantastique, et donc tu arrives là, tu te dis non, je retourne à Dakar là. Et je voulais retourner à Dakar. Donc 3 jours après mon arrivée, j'entre dans ma chambre et je vois qu'elle a été ouverte et la valise était prise et puis il y avait toutes mes économies dedans. Et donc je suis passé à New York. Et donc, c'est comme ça, il y avait dans cet hôtel un autre Sénégalais qui travaillait dans un restaurant qui m'a dit, ben, on cherche un busboy, un garçon de salle dans le resto, si tu es intéressé, tu as besoin de faire un peu de sous, tu viens. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé, accident de parcours, totalement dans la restauration, donc garçon de salle, donc j'avais pas besoin, c'était mon premier boulot, jamais travaillé de ma vie. Et donc, tout ce que je devais faire, c'était prendre les assiettes vides des tables et les amener en cuisine. Et vice-versa, quoi, ramener quelques assiettes en cuisine, les verres et tout ça, nettoyer. Mais ce qui m'a fasciné, donc, c'est quand j'arrive dans ce restaurant, ce qui m'a fasciné, c'était la cuisine. C'était mon premier choc culturel. Dans cette cuisine-là, il n'y avait que des hommes. Et moi, je venais d'un pays où la cuisine, c'était fait par les femmes, que par les femmes. J'étais même... je pense... Culture. Et ben voilà, exactement, un choc culturel. Et moi, je pensais même que c'était un truc que les hommes ne pouvaient pas faire. On n'était pas, que c'était pas possible, quoi. Et là, je suis là, je regarde ces hommes qui font des plats magnifiques en plus, des belles assiettes qui ressemblent, parce que voilà, moi, j'étais intéressé par la cuisine de loin, quoi. J'adorais manger parce que bon, tu grandis au Sénégal, tu es exposé à la bonne cuisine, quoi. Tu grandis en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire aussi. On a tous les jours de la bonne cuisine fraîche, tu vois. Le marché est fait journalièrement. Et je me suis dit, mais où est-ce qu'elle est notre cuisine? Parce que New York, c'était la capitale culinaire du monde. C'était devenu, tous les grands chefs étaient venus à New York avec des restaurants. On pouvait goûter à toutes les cuisines du monde pratiquement, mais il n'y avait rien d'africain. Et c'est là que je me suis demandé, mais pourquoi cette cuisine africaine qui a aussi sa place, quoi. Je respectais la cuisine que je voyais à New York, mais il y avait cette cuisine africaine qui manquait. Et je me suis dit, là, j'ai vu ça, en ça une opportunité. Et petit à petit, donc à Boom, le restaurant où j'étais, éventuellement, je suis devenu sous-chef, puis chef de cuisine, et le restaurant était très populaire. Très, très populaire. On a ouvert un deuxième restaurant et celui-là, il était à Miami, en Floride. Et j'ai été choisi pour être le chef de cuisine. Toi, tu gères ce restaurant et non seulement tu gères ce restaurant, mais tu te rappelles des plats que tu amènes des fois pendant les dîners de famille, parce qu'on a ce qu'on appelle les dîners de famille dans la restauration. Je traduis de l'anglais au français, hein, mais donc c'est quand le staff se réunit avant le service et on mange tous ensemble. Et c'est un des cuisiniers qui a fait un plat pour tout le monde. Et moi, souvent, je faisais des plats, des recettes de mémoire, hein, des recettes africaines, des recettes sénégalaises. Et les gens, ils adoraient ça.
Et donc, quand on m'a envoyé à Miami, on m'a dit, pourquoi tu ne mettrais pas certains de ces plats-là en spécial dans ton menu à Miami? Et donc, c'est ainsi que j'ai commencé à mettre du mafé, du yassa et des trucs comme ça. Et ça a été bien reçu. Et donc, je n'ai plus regardé derrière. Je me suis dit, ça sera ma mission. Je vais commencer à ramener ces plats-là. Et donc, c'était des plats de mémoire. Des fois, j'appelais ma maman et elle me rappelait les recettes et tout. Ça a été beaucoup plus facile que je le pensais. Elle m'a beaucoup supporté dans cela. Elle a partagé ses recettes avec moi. Et c'est des recettes que j'amenais souvent dans le restaurant en spécial dans le menu. 1 cup of fonio, 2 cups of water, just like rice. So what's the name and how would you eat it? Well, this is a sauce that comes over grains, you know. So without the grains, it becomes mafé. It's a mafé sauce. And slowly dilute it. So meanwhile, I'm going to blanch these colored grains. That is beautiful. Yeah? Yeah. C'est fou ce qu'il dit. Il a dit là tout à l'heure, Pierre Thiam, depuis New York. On a fait l'interview il y a 3 semaines. Et quand je vois la façon dont il parle de la cuisine féminine, 100% féminine, ça m'envoie tout ça. Ce que disait tout à l'heure Olivier Rollinger, qui a applaudi des 4 mains parce qu'il y avait de plus en plus de femmes dans la cuisine, dans l'art culinaire. C'est à croire qu'on les avait mis en contact. Hein. Vous ne vous connaissez pas, hein? Olivier, tu ne connais pas Pierre Thiam? Ah, ben parfait. Ah, ben, la communauté de pensée, c'est parfait. Alors, Nathalie ou Olivia qui est dans ses fourneaux, ses légumes. Et, hein, ouais. Par rapport à tout ce qu'il a dit, là, Pierre Thiam, depuis New York, sur la cuisine 100% féminine, ouais, vous en tant que femme. Ben, moi, en tant que femme, je dis non. Quel commentaire? Je dis non. Ah je bon? suis contente qu'il y ait des hommes en cuisine. Ouais. Parce que je me dis, nous, on nous a élevés, pas moi, hein, mais beaucoup de femmes ont été élevées, genre, il faut être en cuisine, il faut aller en cuisine. Moi, j'ai eu la chance, j'avais une mère féministe. Donc, les partages de tâches, ça a commencé très tôt chez moi. Donc, je suis issue d'une famille où j'ai 7 frères et je suis la seule fille. Donc, chez moi, les hommes, ils bossent. Ah ouais. Voilà. Donc, moi, Ils sont à la cuisine, comme j'étais tout la le monde. princesse. Ouais. Voilà. Donc, non, et puis je trouve que les hommes, quand ils font quelque chose, ils le font avec beaucoup de précision, avec beaucoup de... Donc, ça a apporté quand même un plus. Nous, on dit qu'on fait, on mesure rien, on fait, et puis voilà. Alors que les hommes, tout de suite, voilà, ils ont une idée, ils font des dessins, ils font des... Voilà. Je trouve, hein, en tout cas, tous les... Tu les trouves, les hommes, plus méticuleux que les femmes. Ah. Après, ça vient, hein, ça commence Ouais. à venir, mais c'est vrai que les hommes sont beaucoup plus méticuleux parce que pour eux, ils l'ont appris. Donc, comme tout ce qu'on apprend, on y met un peu plus d'attention. Merci Olivier. Voilà. Je crois qu'on va t'inscrire présidente du syndicat de la défense et de la cause masculine. Merci Olivia, merci beaucoup. Bon, en tout cas... Continue à cuisiner, à nous régaler. De toute façon, il y en a pas mal. Mais quand même, ce qu'a relevé Olivier Rollinger, il faut le reconnaître. Il a fallu que les hommes viennent dans la cuisine pour qu'enfin... Tout à fait. On commence à parler de l'art culinaire. Alors, tout à fait. Mais parce que donc voilà, les hommes c'est un peu le côté un peu... La communication, la télé et tout, donc forcément. Alors, Nathalie? Moi, la cuisine, parfois, me fait penser à la couture. Ah ah. Parce que c'est beaucoup de femmes qui cousent, en tout cas, ce que je sais au Cameroun. Mais quand il y a de l'argent, quand il y a de la reconnaissance, quand il y a du pouvoir, quand il y a de la lumière, il y a eu des couturiers, des hommes. Donc, je ne suis pas dans la guerre entre hommes et femmes. Je suis d'accord avec ce qu'Olivier a dit, mais je dis quand même qu'il faut rendre hommage à nos mamans qui, sans mesurer, font des choses extraordinaires. Parce qu'il y a la gastronomie, il y a la cuisine professionnelle, et puis il y a la cuisine familiale. On ne va pas les opposer. Voilà. Excusez-moi, je suis en train d'éclater des rires, parce que d'après ce qu'on vient de constater, c'est après ton commentaire, les femmes ont toujours cuisiné. Mais quand on a commencé à, on va dire, à accepter la cuisine, rapport d'argent, les hommes ont récupéré le terrain. Et traditionnellement, ce sont les femmes qui ont toujours cousu. Dès que ça a commencé à rapporter de la maille, c'est les hommes qui ont encore récupéré. Et puis le chef Pierre m'a dit qu'il faisait une cuisine de mémoire. Il appelait sa mère pour qu'elle lui explique les recettes. Donc, c'est des filous, ces mecs, franchement. Bon, alors, tout de même, Nathalie, puisque y a justement question ici aussi de transmission, de partage, tu peux nous dire la recette que tu nous fais là, le djongkoumé. Le djongkoumé. Oui. Qui est-ce qui te l'a appris? Où l'as-tu appris? C'est vrai. Le djongkoumé, c'est pas maman, c'est pas la grand-mère, c'est une tante.
C'est une tante qui faisait ça et justement, j'avais retrouvé ça au Brésil également. Et avec le kividou. Donc, c'était des plats que j'avais mangés au Brésil, que je ne connaissais pas. Parce que, comme j'ai dit, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et quand j'ai fait mon tour, justement, un peu de tous ces pays-là, moi, j'ai mon voyage initiatique, mais en ce qui me concerne, très initiatique, parce que je ne sais pas si tu as fait un peu de rapprochement, je m'appelle Olivia de Souza. Oui. Donc, mes aïeux étaient esclavagistes. Exactement. Et donc, quand j'ai pris conscience de beaucoup de choses, ça, on ne va pas parler de ça ici, mais je me suis dit, non, il faut que j'aille un peu voir et puis aussi, pas régler des comptes, mais me pardonner. J'avais un moment... Et quand je suis arrivée au Brésil, je me suis retrouvée, donc, moi, à Bahia, parce que c'est de là où venait mon aïeul, et je me suis retrouvée dans une famille de Souza, qui étaient, en fait, des descendants aussi de mon aïeul. Et j'ai découvert tous ces plats-là et tout, et quand je suis revenue en Côte d'Ivoire, à Abidjan, j'ai dit, mais maman, tu n'as jamais préparé ça, tu n'as jamais fait ci. Elle dit, oui, mais parce qu'on vit à Abidjan, mais quand tu iras au Togo un jour, tu verras que ce sont des plats familiers, c'est ce qu'on cuisine à la maison. Nous, on n'a pas le temps, et puis voilà, on n'est pas dans le... Et c'est pour une des raisons pour laquelle j'ai décidé de rentrer au Togo, donc en 2011. J'aurais pu rentrer à Abidjan, mais je suis rentrée au Togo parce que justement, j'avais cette envie d'apprendre et de découvrir ce que mes aïeux avaient laissé aussi au Togo et ce que eux ils avaient gardé aussi de là-bas. Et en fait, on se rend compte que finalement, ils ont gardé effectivement beaucoup, mais il y a eu une mixité énorme. Parce que au Brésil, c'est une patrie d'esclaves. Voilà. Et puis c'est un mélange de différentes personnes, différentes populations d'esclaves, voilà, tout à fait, qui se sont retrouvés là-bas. Et voilà. Donc moi, le djankoumé, c'est vraiment, c'est un plat qui est pour moi un plat de... Après, c'est un concentré de ta mémoire. Quoi. Voilà, pour moi, c'est le plat que je cuisine, c'est mon métissage. Ouais, voilà, donc le djankoumé, c'est vraiment le plat que je cuisine partout, que je mets en avant aussi beaucoup. Voilà, parce que ça représente vraiment mon métissage. Et toi, Nathalie, voilà. Qu'est-ce que le djankoumé évoque chez toi? Ce qu'elle vient de dire. Très bien. Mais déjà, il faut que je vois exactement ce que c'est. Ça se trouve, je connais la recette, mais sous un autre nom. Donc, ça, c'est de la farine donc, de maïs. OK. Qui a été torréfiée, qu'on a mélangé avec de la farine de coco. D'accord. Voilà. Et moi, j'ai mis un peu de farine d'arachide. Okay. Voilà. Donc, c'est un mélange qui se fait en fonction aussi des maisons. Donc, c'est ce que je disais. On peut faire que farine de maïs torréfiée. Ça, on peut retrouver ça. C'est le plus simple. Mais il faut que ce soit torréfié. Oui, il faut que ce soit torréfié. Okay. Parce que si tu ne le fais pas torréfié, tu as de la pâte. Tu as une pâte. Oui, parce que c'est la pâte. Voilà, la pâte qui accompagne beaucoup de nos sauces. Voilà, tout à fait. Okay. Donc, je ne sais pas si tu as déjà... Mais c'est vrai que la façon dont c'est fait, on retrouve dans différentes contrées. Mais bon, c'est vrai qu'on le retrouve plus au Ghana, au Bénin et au Togo. Voilà. C'est dans ces trois pays-là. Sans le fumer, j'ai encore plus faim. Bon, il faut accélérer. Il faut du temps pour bien manger. Ouais, j'avais oublié. C'est moi qui continue de dire... Les meilleures des cuisines, c'est celles qu'on laisse mijoter. Oui, mais là... Bon, on va laisser tranquillement mijoter. Oui, mais c'est quasiment prêt. Et en attendant de retrouver Axel Mbetcha, là, qui m'attend, parce que je vais lui demander de nous fournir une chronique, on va retrouver un de ses cofondateurs de Chef in Africa. Il s'appelle Chef Dievel Malonga, que nous avons interviewé pour l'occasion. Et en attendant, Nathalie, on peut se réinstaller. Bon, bonjour Malonga. Bonjour. Et il se trouve que dans la revue politique africaine en 2005, M. Igor Kouzak intitulait son article « Cuisines africaines, cuisinier la nation ». Alors, en tant que jeune cuisinier engagé, qu'est-ce que cela évoque pour vous? En fait, ce qui se passe aujourd'hui, la cuisine n'a pas de frontières. Alors, donc, du coup, je prends mon exemple. Moi, je suis né au Congo et j'ai grandi en Allemagne. J'ai appris d'autres méthodes, c'est-à-dire des méthodes un peu plus, disons, européennes. Et à la fin, il y avait toujours quelque chose qui dit qu'il y a, comment je peux expliquer, il y a des souvenirs des grandes-mères quand j'étais au Congo.
Et donc, au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe, on a des techniques qu'on a prises, on peut dire dans d'autres pays en Occident. Et du coup, ce qu'on fait, c'est une fusion de ce qu'on a appris et la cuisine de la grand-mère, on peut dire la cuisine de naissance. Donc, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'il y a des rencontres des cultures, je dirais plus des rencontres des cultures culinaires. Donc, on apprend, comme je dis toujours, c'est comprendre, on essaie de comprendre et de faire comprendre. Et cuisiner la nation, est-ce que c'est cuisiner des plats nationaux? Moi, je peux prendre mon exemple en tant que Congolais. C'est en grandissant que vraiment que j'ai, comment je peux expliquer, que j'ai connu ma cuisine à moi, congolaise. Alors, quand tu es hors de l'Afrique, c'est notre histoire. Donc, on fait souvent la cuisine africaine. On ne parle pas des cuisines, c'est-à-dire au pluriel. Donc, c'est vraiment le débat et ce qui se passe ces derniers temps. Donc, moi, de mon côté, ce que je fais, c'est que je voyage dans certains pays pour aller apprendre ces cuisines au pluriel. Donc, c'est vraiment une question qui est un peu point d'interrogation, je dirais comme ça. Quel est le rôle des épices dans votre écriture culinaire? Les épices jouent un grand rôle dans ma cuisine et ça a toujours joué un grand rôle dans la cuisine du monde, ce qui est bien. Et j'ai découvert beaucoup des épices quand j'ai voyagé. Donc, du coup, il y a des épices qu'on utilise qui sont médicinales, qui sont bons, ça donne du goût, beaucoup de saveur, aussi médicinales. Et je peux parler d'un plat qu'on appelle le nkui au Cameroun. Donc, ils utilisent plus de 16 ou 17 épices. Et c'est très bon quand la femme met au monde, donc après, ça réconforte un peu le corps. Et il y a par exemple l'hirondelle, et c'est très bon quand on est grippé et quand on est triste, l'hirondelle. Et on a aussi par exemple du Jansan qui vient du Cameroun, qu'on trouve aussi au Congo, et qui est bon quand on est fatigué et ça remonte de morale. Et il y a des épices qui ont du bon parfum et qui n'ont pas parfois des effets un peu, disons, qui ne sont pas médicinales, mais qui rapprochent un peu, soit disons, des souvenirs. Voilà. Moi, ici, dans mon laboratoire, on a plus de 485 épices qui viennent de différents pays. Super. Ben oui, justement, vous parlez de ces épices. Moi, je viens d'une région de l'Afrique occidentale où traditionnellement, on mangeait comme épice, comme un bouillon qu'on appelle le sumbala. Oui. Et la publicité des cubes chimiques qui ont été importés du monde occidental, ça a quasiment fait disparaître le sumbala de notre cuisine. Les chefs comme vous, Pierre Thiam, Loïc et j'en passe, ou Chef Anto, et vous allez chercher dans les différentes régions du continent africain les produits et les épices pour développer votre art culinaire. Voilà. Mais se pose une problématique africaine, c'est celle du commerce des produits et des épices. Je suis en train d'apprendre, c'est-à-dire que je vais à la rencontre des gens des éleveurs, des gens qui cultivent ces épices, et du coup, j'apprends tellement beaucoup de choses. Et je dirais plus qu'il y a des choses qui vont se normaliser au fur et à mesure. Donc, premièrement, pour la promotion, c'est très important pour la promotion des épices parce qu'il faut donner la lumière à ces épices, disons, qui sont peut-être, on peut dire, perdues, qu'on ne voit plus ou bien qu'on n'utilise plus. Et le travail qu'on est en train de faire, de mon côté scientifique, c'est d'abord de comprendre les vertus et du coup, et promouvoir dans les pays africains et d'autres pays du monde. Donc aujourd'hui, c'est de comprendre, en fait, de prendre les bonnes informations et aussi pour partager aussi les bonnes informations sur le trafic des épices. Et disons, je dirais comme ça. Alors, si aujourd'hui, on me proposait de commercialiser des épices, je dirais, c'est premièrement de les comprendre et les labelliser. C'est très important. Labelliser pour le faire, pour bien le vendre dans le monde. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on achète une épice qui vient d'Inde ou bien d'autres pays, il y a plus d'informations. Donc, s'il n'y a pas d'informations, c'est que c'est un peu compliqué pour les commercialiser. Donc, c'est un peu ça. Donc, trouver l'information et partager cette information.
Si Malonga avait été avec nous sur le plateau, j'aurais dit merci Malonga. Mais il n'est pas là, c'était en vidéo. Je dis merci Malonga. Bon, maintenant, je vais retrouver Axel Mbetcha. Je l'avais préannoncé puisque je dis on allait le retrouver. Et il va nous parler du poivre de Penja. Le poivre de Penja est avec le miel d'Oku du Cameroun et le café Viama Macenta de Guinée, l'un des 3 produits d'Afrique connus en indication géographiquement protégée. Axel Mbetcha, vous avez la parole. Là, tu as vu ici solennel, là. Merci, Sorosolo. En effet, pour vous parler du poivre de Penja, je rejoins en fait en amont l'assertion qu'a faite tout à l'heure Olivier Rollinger par rapport au fait que la cuisine, c'est la nature et la culture. Donc, qui dit nature et culture dit qu'on prend des éléments justement de la nature, donc ça veut dire les produits qui sont naturels et les éléments de la culture qui permettent de transformer ces produits-là mis ensemble constituent donc l'essence d'une cuisine. Aujourd'hui, en Afrique, on a des produits qui ont des caractéristiques particulières. Ces caractéristiques-là leur sont conférées par leur terroir, leur sont conférées par l'environnement dans lequel ces produits sont produits, leur sont également conférées par les savoir-faire que ces artisans qui transforment ces produits ou alors qui participent à leur manutention, à savoir le cueillir par exemple les graines de poivre, les nettoyer, les laver et les sécher. Ce savoir-faire, c'est un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. Donc, le savoir-faire rentre dans le domaine justement des cultures et d'un héritage. Et puis, l'environnement donc, rentre dans le domaine de la nature. C'est mis ensemble que cela participe justement à la reconnaissance d'une IGP. Donc, comme tu as introduit tout à l'heure, effectivement, en Afrique aujourd'hui, on a 3 IGP qui ont été enregistrés via justement l'appui de l'AFD, donc l'Agence française de développement, qui a participé de manière, je vais dire de manière significative, à la mise en place de ces IGP-là. Donc, le travail qu'a fait l'AFD, donc l'Agence française de développement, donc à travers le projet PAMPIC, ça a été justement de définir avec les producteurs locaux un cahier de charges qui participe à définir comment est-ce que chaque produit qu'on voulait labelliser, dont on voulait la dénomination IGP, quel est le cahier de charges qui est attaché à chaque produit. Donc, aujourd'hui, je vous parle du poivre de Penja, qui est un poivre à caractère spécial. Pourquoi ? Tout simplement parce que le poivre de Penja, c'est la première IGP, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, qui est produit dans une partie du Cameroun. Donc, on est sur une Djombe Penja, donc on est dans la région du littoral du Cameroun. Et donc, on est sur une terre volcanique, donc un microclimat donc, favorable justement à la production des plantes à lianes, donc notamment sur le poivre. Et ce poivre-là, les qualités organoleptiques qui lui sont conférées sont inéluctables. Sur ce point, je veux dire aussi bien les caractéristiques de cette aire géographique, aussi bien le savoir-faire justement des artisans lui confère donc un caractère exceptionnel, donc qui fait de ce produit-là un poivre d'exception. Donc cette dynamique justement portée par l'AFD a permis et a fait en sorte que aujourd'hui les Africains et donc les Camerounais et les Africains en général se rendent compte finalement de l'importance et du sens que peut avoir une labellisation, que peut avoir justement une IGP. Justement, on prend l'exemple aujourd'hui sur des pays pionniers en la matière, notamment la France, avec plus de, si je ne me trompe, plus de 700 produits labellisés, et on va au-delà des produits alimentaires. Donc en Europe, on a la France, l'Espagne et l'Italie, qui sont des pays où ce savoir-faire en termes d'IGP, d'AOP, AOC est immensément reconnu. Donc aujourd'hui, par exemple, je vais vous étonner, mais en Chine, on a plus de 10 000 IGP aujourd'hui, ou en Inde, où on en a plus de 400. Donc le travail d'IGP aujourd'hui, c'est un travail aussi bien, c'est un outil juridique, mais c'est aussi aujourd'hui avant tout un outil marketing. Parce que ça permet de valoriser justement les produits aussi bien pour les Africains que pour le reste du monde. Donc,
le travail aujourd'hui, donc le challenge pour les populations d'Afrique, notamment pour les producteurs aujourd'hui, l'enjeu, c'est de définir les cahiers de charges. Donc, travailler avec les artisans pour qu'ensemble, de façon simultanée ou alors de commun accord, ils puissent définir des cahiers de charges dont qu'ils pourront respecter et qu'ils feront en sorte que leur produit aura une gage de qualité sur le temps, donc de façon pérenne. Donc c'est ça l'enjeu autour de l'IGP. Et le poivre de Penja aujourd'hui, c'est l'un des rares à s'inscrire dans cette dynamique. Je voulais dire, au-delà des produits en général qui souhaitent avoir une indication géographiquement protégée, pour faire un focus sur le poivre de Penja, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi la particularité en termes de commercialisation, en termes de packaging, en termes de réseau mondial de distribution? Je peux te dire que le poivre de Penja, aujourd'hui, c'est l'un des poivres qui est dans l'univers des grands chefs, donc de la haute gastronomie, qui est reconnu pour ses qualités organoleptiques, comme je l'ai souligné tout à l'heure. Donc, ces notes boisées, ce côté un peu mentholé, on parle souvent de notes animalières veloutées, donc qui rappelle véritablement cet environnement ce bas de montagne, parce qu'il est produit dans une zone volcanique, donc qui rappelle ce côté terreux, donc le mélange entre la terre et le bois. Donc vous voyez souvent, après une petite fine pluie, l'odeur que le calcaire, et c'est cette odeur typique là, de cette région de Djombe Penja qui se dégage justement au parfum du poivre de Penja. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs justement qui permettent de faire connaître le poivre de Penja à l'international. C'est vrai que au niveau de l'IGP, le poivre avait déjà été enregistré en France par un acteur français par le passé, mais il n'était pas encore protégé au niveau africain. Donc, qui dit au niveau africain aujourd'hui, il est protégé avec l'OAPI et à travers la protection avec l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. On va aller vers une protection mondiale, donc vers l'OMPI, qui est l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a une réelle dynamique, notamment avec le soutien de l'AFD, qui permet de valoriser justement ce poivre de Penja-là. Ok, merci beaucoup Axel. Je crois qu'on a beaucoup parlé. Je crains fort qu'on explose le temps qui nous est imparti. Et donc avec ta permission, puisque on était sur le poivre de Penja, donc sur les épices, forcément, quand on a aussi un passionné des épices parmi nous, il faut forcément revenir vers lui. Je vois, suivez mon clin d'œil, je pense à Olivier Rollinger, qui est amoureux du voyage des épices, Et en tout cas, j'ai envie de demander à Olivier de nous présenter son travail, mais avant qu'il me donne encore une petite minute, je voudrais d'abord rappeler qu'il est né dans la maison familiale, une manouillère, j'espère que j'ai bien prononcé, de Cancale. Et avec sa femme Jeanne, il a ouvert une table d'hôte en 1982, le restaurant Bricourt dans la maison du voyageur, qui est sa maison d'enfance, n'est-ce pas? Et au bout de 2 ans d'existence seulement, son restaurant reçoit la première étoile du guide Michelin et la seconde vient en 1988. La recette Saint-Pierre, retour des Indes, a fait la réputation du restaurant de Olivier Rollinger et sa femme Jeanne. Et la critique le considère comme l'un des plus grands chefs français. En 2006, il obtient une 3e étoile. Mais 2 ans plus tard, il décide de fermer son restaurant pour adopter une cuisine plus simple et se lancer dans le commerce des épices. En tout cas, il se fournit directement chez les producteurs d'épices, notamment en Inde, au Cambodge, à Madagascar. Et la question sur laquelle je voulais attaquer directement à Olivier Rollinger, quelles sont les épices que tu distribues? Qu'est-ce que tu vas chercher en Inde, au Cambodge, à Madagascar? Peu de temps d'imparti, c'est toute une vie. Tout d'abord, moi, je ne suis pas un marchand d'épices. Moi, j'ai trouvé sur la baie de Cancale, dans la baie du Mont-Saint-Michel, je l'ai tiraillé entre 3 choses. Les sortilèges de la baie du Mont-Saint-Michel, les croyances de l'arrière-pays celtique, parce que nous sommes des Celtes, et le marchepied de l'aventure qui est l'horizon. Et pour traduire cet esprit d'aventure, qui remonte au XVIe siècle
dans ce pays de Saint-Malo que notre ami Michel Lebris appelait un pays d'étonnants voyageurs. J'ai voulu traduire cet esprit d'aventure pour se rappeler cette histoire, parfois heureuse, parfois très malheureuse, mais en utilisant les épices, non pas pour faire une cuisine exotique, mais pour les utiliser comme des trésors rapportés auprès d'une cheminée de granit. Et là, je n'ai aucune légitimité pour faire un mélange culturel. Un garam masala, un masala, un mélange cajun, un colombo, un hazelanout, un zaatar. Ça, je n'ai aucune légitimité. Par contre, de composer des mélanges avec un goût à la bretonne, à la française, ça, c'est comme dans l'univers du parfum. Et là, il me fallait trouver les plus belles épices du monde. Et j'ai eu la chance, parce que ma deuxième passion, c'est le bateau. Donc l'hiver, je louais un bateau et je retrouvais un peu les routes de ces messieurs de Saint-Malo du XVIIe siècle. Et là, je me suis lié de sympathie avec beaucoup de petits producteurs qui m'ont appris énormément et qui continuent à m'apprendre. Et je ne pouvais pas imaginer un jour, je parlais toujours de mon producteur, d'huîtres, mon apiculteur. Et comment ces gens qui, pour beaucoup, sont de peu et qui, pour moi, sont de tout, et qui n'ont rien, qui sont souvent dans l'anonymat, je dis comment je peux aussi un peu les aider. Très modestement, c'est une goutte d'eau. Et aujourd'hui, on est à la 2e génération, parce que mes enfants, aujourd'hui, continuent finalement ces relations avec ces 1200 petits producteurs dans le monde. Vous avez raison de dire l'Inde, Sri Lanka, Cambodge, Vietnam, Madagascar, Mexique, l'Égypte. Et là, il y a une dynamique très forte. Alors, je voudrais revenir, et moi j'aime beaucoup, évidemment, les poivres. Il faut savoir que quand on reprend la grande histoire de l'aventure maritime, de l'aventure, d'ailleurs, de l'aventure, cette aventure maritime, c'est une aventure européenne. Vous apercevez que quand vous prenez le monde, le globe terrestre, tous les noms sont des noms européens. Des noms français, des noms anglais. Comme si le monde devait appartenir qu'à des Européens. C'est curieux, quand même. Mais il se trouve que c'est l'histoire de l'aventure maritime, et cette histoire de l'aventure maritime, elle était surtout guidée et obsédée par une chose, c'est de trouver la perle noire, le poivre. Il y a eu des hommes qui, l'université de Sacrez au Portugal, ils ont descendu petit à petit le long de l'Afrique, pour arriver, pour contourner, pour retrouver le pays des épices. Parce que jusqu'ici, c'était le monde arabe qui était vraiment le lien entre eux. Et quand l'histoire ne s'est pas bien passée, à ce moment-là, ils se sont dit comment on peut... Et c'est ce petit peuple, petit par son nombre, grand par son esprit d'aventure, qui est le peuple portugais, qui en 30 ans découvre le monde si on met de côté l'Australie. Et ils arrivent dans la terre des poivres, la côte Malabar indienne, où là, nous, simplement, on a 22 Piper Negrum. Alors quand je vois dans le monde, au Cambodge, au Vietnam, au Sri Lanka, ailleurs, le poivre se développer, en particulier le poivre qu'on appelle le poivre de Penja, la poivre du Cameroun, qui est la variété botanique de ce Piper Negrum, c'est un Karimunda. Bon, ce Karimunda s'est parfaitement développé avec une terre effectivement spécifique qui donne des notes d'une rare élégance dans ce poivre. Mais néanmoins, et je félicite cette initiative, mais moi ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est qu'une graine, une épice endémique de l'Afrique soit reconnue comme IGP. Pourquoi avons-nous abandonné la graine du paradis, la maniguette? Pourquoi avons-nous abandonné le poivre de Sélim, qu'on appelle dans certains endroits le poivre de Guinée? Pourquoi avons-nous abandonné? Et aujourd'hui, je suis sûr, on en parlait tout à l'heure, il y a une multitude de graines, d'écorces, de racines, de fleurs, qui sont utilisées à la fois pour les propriétés organoleptiques, c'est-à-dire le plaisir du palais, mais aussi pour leurs vertus médicinales. Et c'est là où je pense qu'il y a un boulevard, mais votre génération, vous allez faire des choses merveilleuses, il y a quelque chose d'extraordinaire. Mais vous voyez, simplement de prendre, parce que finalement, c'est d'aller prendre un produit, parce qu'on sait que le poivre, ça se vend bien, on le fait, c'est très bien, c'est une très belle initiative. Mais avant tout, les plantes endémiques d'Afrique doivent être parfaitement remises en valeur. Parce que ça, c'est évidemment bien pour l'Afrique, mais c'est bien pour l'ensemble de l'humanité de pouvoir découvrir ces beautés, cette diversité du monde. Merci beaucoup, Olivier. Je crois qu'on passera encore 2 heures là-dessus, mais c'est que l'histoire du poivre, c'est à l'infini, quoi. Et de toute façon,
je vois le lien entre chacun d'entre vous, que ce soit Axel, Kabé, Olivier et Nathalie. Le lien, le poivre aussi, non seulement la cuisine en général, mais le poivre, les épices sont un lien entre vous. Et Nathalie, justement, toi, tu as évoqué le poivre de Penja dans ton ouvrage Mon imprécis de cuisine, publié en 2019. Et ton cheval de bataille est d'ailleurs d'allier les mains et les mots. Et tu refuses de choisir entre cuisinière et écrivain. Bon, tu te retrouves à balancer entre les deux. Comme dirait le chanteur ivoirien, mon cœur balance. Le cœur de Nathalie balance entre les mots et les mains. Et tu as déjà créé un blog, Envolée gourmande, qui allie recettes, transmission de tes connaissances et produits africains et poésie. Alors, Nathalie Brigot-Ngoum, je voudrais quand même rappeler que tu es originaire du Cameroun, tu as passé ton enfance et ton adolescence. Et ta maman, en plus de son travail, cuisine tout le temps à la maison pour tout le monde. Et c'est elle qui t'a, on va dire, contaminé avec la passion de la cuisine. Donc, et puis, il se trouve qu'il y a une petite anecdote sur ta maman, paraît-il, quand tu étais à l'internat, je l'ai lu quelque part, tu me le diras si c'est vrai ou faux. Et ta maman, malgré les embouteillages à Douala, elle traversait toute la ville pour aller à l'autre bout de la ville où il y avait ton internat pour t'apporter à déjeuner. Et elle apportait une telle quantité de nourriture que tes camarades, des voisins de classe mangeaient avec toi. Mais pourquoi est-ce qu'elle décide de t'apporter à manger à l'internat alors qu'à l'internat, il y a un restaurant d'internat? Hein? Tu peux nous dire deux mots là-dessus? Je réponds à la question ou je précise certaines choses? Pourquoi elle décide de t'apporter à manger à l'internat? Bon, je réponds à cette question et je voudrais préciser des choses après. Ok. Elle m'apportait à manger, pourquoi? C'était ma faute. Hein. Je mangeais tellement bien à la maison que quand je suis arrivée à l'internat au lycée de Nouvelle à Douala, je pleurais tous les jours. Je l'appelais tout le temps. Et tous les jours, elle apportait à manger. Tous les jours. Je pleurais tout le temps. Oui, parce que je ne retrouvais pas les saveurs, les goûts voilà, que je connaissais à la maison. Donc j'étais triste. Pourtant, on ne m'avait pas forcé à aller à l'internat. Hein. C'était quand même un peu grandir, aller voir les cousines qui étaient plus âgées que moi. Voilà. Mais non, j'ai compris. C'est tout. D'accord. Et voilà. Quelle autre précision tu voulais apporter? Alors, les précisions que je voulais apporter, c'était que je suis née au Cameroun. Je ne suis pas, contrairement à Axel, citoyenne du monde, je suis citoyenne française. Et j'ai le sang du Cameroun, de Cameroun coupe dans mes veines. Voilà, donc, voilà, donc comment vous dire? Moi, j'ai décidé de travailler, je suis passionnément amoureuse des produits d'Afrique et du Cameroun en particulier. Moi, je me levais en me disant que si tout le monde balaye le devant de sa maison, la route sera propre. Mais si tout le monde décide que la route sera propre, elle sera toujours sale, parce qu'on veut tout faire en même temps. Donc, on a tous des chemins différents. Le mien, c'est que je m'appuie sur ce que j'ai vu quand j'étais petite, c'est-à-dire des produits, des épices, des choses extraordinaires. Et j'aime l'Afrique, pas de problème. Je travaille avec plein de produits d'autres pays, mais j'avoue que j'ai la chance, peut-être que c'est de la chance, de venir d'un pays qu'on appelle l'Afrique en miniature. Le tamarin, on l'a. Le moringa, on l'a, puisque presque la moitié du Cameroun est sahélienne. Le dawada, voilà, vous l'avez appelé le sumbala, on l'a. On a la mer, on a la montagne, et on a, justement, j'écoutais avec, comme du petit lait tout à l'heure, Olivier Rollinger, on a des épices endémiques. Et je voulais préciser que dans mon livre, je ne parle pas que du poivre de Penja. Je parle des épices du Cameroun, dont les graines du paradis, qui sont un ensemble de graines avec la graine de la paix et le mbongo qui donne son nom à une célèbre sauce noire du Cameroun. Et j'ai fait un atelier au Food Temple. Ce n'était pas provocateur, mais je le pensais vraiment. Le titre était « Cameroun, il n'y a pas que le poivre de Penja ». Parce que je trouve que c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. On a des choses extraordinaires. Donc, franchement, j'en parle comme de mon mari, peut-être. Je suis amoureuse de ces choses-là. Et je les exprime. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, c'est pourquoi j'ai créé une structure qu'on appelle Envolée gourmande, qui, c'était sur deux passions, c'est-à-dire l'écriture et la cuisine. Et il y a trois volontés. La première volonté, c'était de mettre en avant, parce que ce n'est pas valorisé, pour moi, ça a de la valeur, c'était juste mettre en avant les produits d'Afrique et du Cameroun en particulier, ça je le répète, si on l'a pas entendu, là on va l'entendre. Ah non, non, franchement,
J'en suis fier aussi. Hein. Il y a tellement de choses, tellement, que j'ai envie... J'aime aller en profondeur. J'aime pas survoler les choses. J'aime creuser, j'aime comprendre, j'aime chercher. Donc, je ne peux pas tout embrasser. Des fois, on dit qui trop embrasse mal étreint. Et je veux bien étreindre. Voilà. Donc, bon, bref, je vais... Voilà, donc je parlais de mettre en avant les produits. Le deuxième pilier, c'était valoriser l'émotion, la revendiquer même au-delà de la cuisine et de la technique culinaire. Je ne suis pas une grande technicienne puisque je n'ai pas un parcours de cuisinière classique. Je suis une hypersensible. Je suis toujours au bord des larmes, mais je ne suis pas triste. Hein. Voilà, comme dit mon fils qui est hypersensible, nos larmes ont un grand besoin de liberté, tout simplement. Et le troisième point, c'est lutter contre l'illettrisme par le biais de la cuisine. Parce que j'ai enseigné beaucoup et j'ai vu que par le biais de la cuisine, on peut arriver à beaucoup de choses. Tout le monde mange, ou tout le monde a un souvenir d'un repas. Même les soldats s'arrêtent, posent des armes pour manger. Et un enfant ne peut ne pas se sentir stigmatisé si on lui demande qu'est-ce qu'il préfère comme plat. Et on l'aide à faire ce plan ensemble. Et on peut aller plus loin avec, par exemple, le manioc au haricot. Olivia nous a parlé du Brésil, on parle de la géographie, on peut parler d'histoire, on peut parler de mathématiques qu'on pèse, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, toutes mes passions, l'enseignement, l'écriture, la poésie, l'amour, les émotions débordantes, voilà. J'ai décidé de plus lutter, comment dire, je suis comme je suis, peut-être que je vais pleurer, c'est comme ça, mais je ne suis pas triste. C'est ma façon d'être. Donc longtemps, j'ai lutté avec cette façon d'être. J'ai dit non, je suis comme ça, je la laisse aller dans ce que je produis. Voilà, et c'est le résultat de tout ce que je fais qui est dans ce livre. Voilà, c'est ça. Bravo. Oh non, mais... Comment dire tu veux dire quelque chose? Oui. Ah, j'ai cru que tu voulais dire quelque chose. Merci. Je t'ai embrouillé. Non, tu ne m'as pas embrouillé parce que je vais faire le lien avec la structure qu'on appelle Chef in Africa. Mais enfin, avec tout ce que tu as dit, commenté, ce que tu dis dans ton bouquin, sur ton blog, est-ce que pour toi, le patrimoine culinaire en général et particulièrement celui africain, est-il en danger ou pas? Qu'est-ce qu'un patrimoine d'abord? Un patrimoine, c'est un bien qu'on reçoit. Il y a des gens qui ont des patrimoines, ils ne les connaissent même pas. Ouais. Et c'est le cas des Africains. Et je parle encore du Cameroun. Je suis désolée, je parle de ce que je sais. Non, absolument. On a des choses... Je travaille en ce moment, parce que j'ai d'autres livres qui vont sortir, et pour parler de recettes traditionnelles, je fais très attention. Là, c'est très créatif. Hein. C'est boulangerie, c'est pâtisserie, voilà. Je fais comme je veux. On ne peut pas me dire que c'est moche ou c'est faux. Je les ai créés, tu n'es pas content, tu fais le tien. Mais la cuisine traditionnelle, il faut faire très attention. On ne pouvait pas dire que le ndolé vient du pays Bassa, alors que ça vient de chez les Douala. Je crois qu'on ne vous parlera plus au Cameroun. Ah ouais. Et c'est comme ça dans les autres pays. Donc, je suis en train de travailler avec des gens, dont un monsieur qui s'appelle Tegia Boni, donc qui fait l'étude des noms associés à la gastronomie. Il y a des richesses que les gens ne connaissent pas. Peut-être parce que c'est tellement naturel voilà, de les voir tous les jours. Donc, en fait, ce n'est plus riche, c'est là. Voilà, on vit avec. Ou, pour certains, on leur a tellement dit que ce qui venait d'ailleurs était bien, qu'ils négligent ce qu'ils sont en train de faire. Et tout à l'heure, Axel, je t'ai dit que je suis en train de faire un article qu'on va appeler Cuisine et estime de soi. Peut-être que certains vont penser que j'exagère, mais c'est que j'ai reçu tellement de retours. Quand je fais, même le ndolé tout simple, hein, qui est un plat de légumes bitter leaves, les feuilles amères avec des arachides, ouais. Je ne change rien à la recette que ma mère m'a apprise. Ouais. Mais c'est juste que je vais la présenter peut-être sur une gaufre d'igname ou peut-être sur une coupelle de banane plantain. Voilà, donc en fait, je suis entre tradition et innovation. Mais moi, mon travail, c'est vraiment aller chercher nos savoir-faire, nos traditions, parce que j'en ai un peu marre d'entendre des chefs, beaucoup, dire « je me sers de techniques occidentales pour travailler les produits africains ». On a de superbes techniques. Ils ne les connaissent pas. Donc, il faut les chercher, il faut creuser, il faut chercher. C'est tout. Voilà, donc le patrimoine est en danger parce qu'on ne le connaît pas et que les autres le connaissent.
Aujourd'hui, il y a toute une économie, même du médicament, qu'on peut faire avec, travailler avec ces produits-là. On a parlé des épices qui sont à la fois curatives et qui sont aussi pour la cuisine. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, le patrimoine est en danger parce qu'on ne le connaît pas. Il faut l'identifier, il faut le sécuriser. On ne pose pas de label, on ne met pas, on ne sécurise rien en fait. Rien du tout. Donc, c'est en grand danger. Voilà. Et même avant de parler de sécurisation, d'abord de connaître et de pérenniser ça par l'écriture, par la promotion, la diffusion. Quand on voit, je passe rapidement là-dessus, je reviens là-dessus, quand on voit comment les cubes, les bouillons cubes, je ne citerai pas de marque, comment ils ont bousillé l'art culinaire traditionnel africain, et qu'aujourd'hui le Soumbala que tu as évoqué, quand on voit les propriétés du Soumbala par rapport à ses bienfaits pour le cœur, par rapport à ses bienfaits pour la circulation sanguine, par rapport à ses bienfaits pour éviter le diabète, etc. Et nous, nos pays africains, avec nos politiques, il n'y a rien qui est fait pour identifier tous ces produits qui sont connus, ou comme même le poivre, le féfé du Mali, ou le bita cola, le petit noix de cola, qu'on écrase et qu'on posait pour soigner la fontanelle chez les enfants. Les quatre côtés, bref, les quatre côtés. Donc, ce n'est pas le fruit. Oui. Il y a l'arbre, c'est l'arbre à l'ail. Exactement. Qui sont l'ail, country onion. Ouais. Il y a l'écorce qui est bien, les feuilles qui sont bien. Il y a tellement de choses, tellement de choses. Donc, c'est la pédagogie qu'il faut. Vous n'avez pas forcer les gens à laisser telle ou telle chose. Vous devez leur expliquer, surtout leur montrer. Moi, j'ai reçu des gens chez moi, et quand ils ont mangé, ils m'ont dit tu as mis telle ou telle chose. J'ai dit non, je n'utilise pas ça. Ils ont vu, et je leur ai montré comment on assaisonne. Ma mère me disait tu assaisonnes le poisson, tu fais des entailles, et tu touches le cœur du poisson pour que le sel, déjà tu mets dans du gros sel, 5 ou 10 minutes, du moins 5 minutes parce que le poisson, ce n'est pas le poulet. Ouais. Un peu d'eau salée rentre dedans, mais pas trop. Ouais. Avec un peu de citron. Donc, il y a toute une façon de faire. Okay. Il faut apprendre des choses aux gens, c'est tout. On ne peut pas forcer les gens à changer. Mais on peut les aider à voir des choses sous un autre angle. Voilà, c'est ça. Bon, c'est mon travail. Je vais lancer un appel à nos chefs d'État africains. Hein. Chef d'État africain, écoutez Nathalie, elle affirme, elle soutient, elle confirme. Le patrimoine culinaire chez nous est en danger. Mais heureusement, nous avons des chefs ici présents, comme cette jeune génération, chef en Africa, KB, Olivia, Nathalie, et bien d'autres, que ce soit Pierre Cham aux États-Unis, enfin, en Côte d'Ivoire. Il y a une pléthore de chefs qui ont retrouvé ces produits. Révélez-les, conseillez-les dans des écrits et prenez des dispositions politiques pour le développement de tous ces produits. J'ai bien fait l'appel. Hein. Oui, c'est bien. Oui, oui. Là, on parle des épices. Oh, tu ne parles pas des farines. Non, non. Aujourd'hui, voilà. Non, okay. Laisse comme ça. Alors, je me tais. Non, on va faire encore 3 heures. On va faire 3 heures. Et Fabrice et Pierre, ils vont me tuer. Ils vont dire, on dit une émission d'une heure, tu en as fait 3. Okay. Non, voilà. J'ai dit tous les produits. Que ce soit les épices, que ce soit les céréales, que ce soit les condiments, que ce soit les tubercules, enfin, bref, tous les produits. Chef africain, développer une politique de production et de promotion de nos produits nationaux. D'accord? Merci beaucoup. OK, on retourne. Bon, attendez, hein. Jingle. Il se trouve qu'on a parlé des transmissions de partage. Et il se trouve qu'il y a, à propos de transmission, on a, comment ça, tu appelles ça? Kanika Box. Hein? Et pour continuer donc, sur la transmission, nous aurons dû accueillir, comment on appelle? Ophélie Boudimbu, qui est ce jeune artiste, comment on appelle? Ce jeune qui est dans la littérature jeunesse et qui s'engage grâce à ses contes à raconter l'Afrique autrement, la culture, les traditions, la vie. Hein. Et je vais donc rapidement parler de son travail. Il est originaire du Congo-Brazzaville, et il est basé en France. Et Ophélie Boudimbu est doctorante en littérature comparée. Et elle est passionnée par les livres et les histoires, et elle est la créatrice de l'œuvre Kanika dans la cuisine de Mamie et fondatrice de Kanika Box, la Kanika Box. Et chaque trimestre, à travers une box culinaire voyageuse, Kanika effectue un périple au cœur des cuisines d'Afrique. Et elle se rend dans un pays africain différent et met en avant ses saveurs culinaires. Elle a donc lancé
sa première boxe au mois d'avril dernier. Et dans cette édition, le Congo-Brazzaville est à l'honneur avec l'épice poivre noir appelée Ndongo Bella. Est-ce que j'ai bien prononcé, Nathalie? C'est comme ça qu'on doit prononcer, hein? Bon, parfait. Moi, je parle sous ton contrôle. Et vous pourrez trouver, chers spectateurs, vous pourrez trouver son travail sur son site internet, Petit bout d'histoire, et sur ses réseaux sociaux, Kanika Box. Bon, chère Olivia, Oui, ça vient. ça vient? Ça vient. Alors, le plat est bientôt terminé, non? Bientôt terminé. On peut attaquer le service maintenant ou on attend un peu encore? Bah, c'est vous qui décidez. On peut commencer avec écoute, quelque chose. Si tu es prêt, comment on appelle? Si c'est prêt, on peut attaquer, on peut servir pour faire goûter Bien à nos sûr. invités. Ouais. Et puis, On va peut-être leur goûter demander une partie. quelques petits commentaires là-dessus, sur le sujet. Et même si tu peux m'embaucher, hein, je vais devenir le garçon du restaurant. Comme ça, j'apprends notre métier. Tu sais, au sommet de mes 80 ans, il faut que je trouve encore du boulot pour m'occuper des petits-enfants. D'accord? vieillis tout Bon, seul. allez, je me positionne pour faire le service. D'accord. Bah, je vais commencer avec ça. Commencez à saliver. Ça va arriver. Ça sent trop bon. Mais savez-vous quelque chose à boire en attendant, hein? Comme apéritif, un verre d'eau, un verre de nyamakoudi. Hein? Bon, je sens qu'on va se régaler. On a dit fait goûter, hein. Ouais, On va ouais. manger après. C'est goûter. Mais attends, il faut me dire comment on porte les assiettes pour. Bah oui, mais ça, il va falloir. Des clients de la haut standing. Hein? De haut standing. Ouais. Je ne sais pas si je suis autorisé à tenir ça comme je fais au village. Nathalie va t'aider. Ah, Nathalie, demande des conseils. Comment on tient une assiette pour servir à une cliente de haut standing comme toi? Toi, tu me mets dans l'embarras. Toi, tu l'aides pas? Non, non, ça peut me donner des conseils, c'est pas pour que tu viennes servir. Hein. Et c'est moi seul qui postule pour être serveur. Hein. D'accord? Les petites cuillères. Une petite cuillère? Quelque chose pour manger. Je sais Ah, je peux aller en chercher. Caroline, pas de couvert. Ah, c'est. Il faut nous trouver de quoi? Ouais. Ah, il y a des pics, non? Non, il faut une cuillère. Il faut des cuillères. Non, mais ça, j'ai gratté. J'ai fait des grumeaux, alors. Ça me stresse. Et ça, c'est Ça, une sauce aussi. Non, c'est le giankoumé que je vais faire. Mais voilà, il faut me donner. Il ne faut pas l'annoncer. Ah, d'accord. L'annonce pas. Non, ça, c'est sûr, je n'annoncerai rien. Là, vous allez manger du. Le masque. Qu'est-ce qu'elle m'a dit? On va servir après. Ah, super. Ça aurait pu être des grandes. Et de quoi? Ah. Non, il faut que je. Non, c'est pas ça, on va le servir. Il faut que je transvase, j'ai pas de. C'est lourd. T'inquiète. Donc prenez le temps, faites ça, voire finissez sur ça, et puis on fera le reste viendra, parce que là, ça va. Non, Monsieur Solo? Oui. Ok. Donc ça, c'est les pois bambara avec la farine de manioc. Ok. Voilà. Pois bambara avec farine de manioc. Là, ça, c'est à toi. Et là? Mais ça, pendant que vous dégustez, je vais vous proposer un de nos invités en virtuel, en streaming, ou pour ne pas dire sur la toile. Alors, attends, je suis là. Je ne le regardais pas. Pour finir, moi, je vais vous proposer quelques mots avec Gaël Faye, que j'ai interrogé il y a quelques semaines, et sur sa Madeleine de Proust tropicale. Regardez-le. Saoul de tout ce jus et de toute cette pulpe, le souffle court et le ventre rond, nous nous sommes enfoncés tous les 5 au fond des vieux sièges poussiéreux du combi Volkswagen. La tête basculée en arrière. Nos mains étaient poisseuses, nos ongles noirs, nos rires faciles et nos cœurs sucrés. C'était le repos des cueilleurs de mangue.
Gaël, avec cet extrait de Petit Pays, ma question est la suivante. La mangue, c'est ta Madeleine de Proust tropicale? Oui, la mangue, c'est ma Madeleine de Proust tropicale. Et je dirais même que en plus de la mangue, il y a les goyaves, il y a les papayes. En fait, c'est tous les fruits qui étaient à disposition dans mon jardin d'enfance et qui étaient mon 4 heures, en fait, mon goûter. Et sinon, il y a aussi, bien sûr, les petites bananes jaunes très, très sucrées qui sont des bonbons et qui font bien grimper l'insuline comme il faut. Alors, dis-nous, Gaël Faye, tu aimes bien manger? J'aime bien manger, mais je suis pas non plus un fin gourmet. Je cours pas après les bonnes adresses, mais moi, ce que j'aime, c'est surtout manger avec du monde. Voilà, si je suis tout seul, c'est moins intéressant. Gaël Faye, cuisines-tu? Alors, je cuisine, mais pareil, je cuisine s'il y a du monde. Mais pour moi, quand je suis tout seul ouais, pour moi, dans mon quotidien, c'est vraiment le plus simple possible. De la raw food, quoi, du cru. Dis-nous, Gaël Faye, c'est quoi les cuisines africaines pour toi? C'est vraiment des rencontres parce que si je prends l'exemple du Burundi ou du Rwanda, on a une cuisine d'importation quasiment parce que tous les produits que l'on consomme aujourd'hui régulièrement, je sais pas, le manioc ou bien les haricots, c'est arrivé avec la colonisation. Donc, c'est du mélange et ouais, c'est la rencontre. Enfin, c'est vraiment comme ça que je conçois les cuisines africaines. Quel est le pire cliché entendu sur les cuisines africaines, Gaël Faye? Bah, disons que je suis venu m'installer en France. Mes camarades de classe pensaient que je mangeais de la viande d'éléphant quoi, quand j'habitais au Burundi. Donc voilà, c'est un peu un genre de cliché, quoi. Le patrimoine culinaire de l'Afrique est-il en danger? Non, je pense pas que le patrimoine culinaire africain soit en danger parce que je crois que la cuisine, c'est un peu comme les peuples, hein, ça évolue dans le temps. Euh, Ça va avec les évolutions des sociétés, donc il n'y a pas de danger. Euh, il va simplement y avoir oui, des changements petit à petit, mais qui vont accompagner les changements des sociétés. Donc, il n'y a pas de danger pour moi. Au contraire, il y a il y a des perspectives, il y a des ouvertures, il y a de l'avenir. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. À leur petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu Gatoyi, Gaugu Kaniniya, Warapunweni Wapuye, Warago Weni Wagoka, Gaugu Gatoyi, Gaugu Kaniniya. Petit bout d'Afrique.
très saines, Très saines. très économes. Tout à fait. On peut même penser qu'elles nourrissent pas simplement le corps, mais aussi le cœur et l'âme. Et on sent, il y a quelque chose de... On sent très bien que c'est cette cuisine qui fait du bien, qui fait du bien à ceux qui la mangent, à ceux qui la font, à ceux aussi qui ont permis d'apporter tous ces produits, et presque une cuisine qui fait du bien à la planète. Et c'est bien là l'harmonie et le défi que nous devons relever les uns les autres par rapport à cette industrie de l'agroalimentaire qui a voulu vous faire croire, qui voulait avec ses griffes, s'approprier l'alimentation du monde. Eh bien, l'agrobusiness, avec une jeunesse, avec des personnalités comme vous-même, vous êtes les premiers garants pour que la souveraineté alimentaire de chaque endroit du monde, le plus secret, le plus oublié du monde, retrouve cette souveraineté et cette liberté. Alors, Vraiment, Nathalie, tu vraiment. ajouterais quelque chose à ce que Olivier Rollinger nous a dit là? Parce que là, il a... Il y a des cuisines de rue, par exemple, dans plein de pays d'Afrique, qui sont savoureuses, hein. Simples aussi, on braise le poisson, on ne met pas grand-chose dessus, hein, c'est très bon. On fait des pains omelettes, des pains sardines. Il y a de petites choses très simples qu'on fait, de petites galettes comme ça avec du mil, ça dépend des régions et tout ça. Voilà, donc il y a des cuisines simples, savoureuses et qui sont aussi de saison. Parce qu'il y a aussi des produits de saison dans les pays. D'Olivier, dans le sens où finalement les familles modestes, donc la cuisine populaire, dite populaire, c'est une cuisine de l'essentiel, c'est une cuisine de saison forcément, parce que de toute façon on ne peut pas faire hors saison, on n'a pas les moyens. Donc on fait avec ce qui est produit en saison et qui est produit localement. Donc on ne peut plus faire plus simple. Et aujourd'hui c'est ce modèle de consommation qui est pris en référence. Mais par contre, réellement, beaucoup de populations le vivent au quotidien. C'est leur cuisine du quotidien. Et c'est bien de le noter, en fait. Je vois que les uns les autres, quand vous parlez de cuisine populaire, ça nous renvoie toujours forcément au foyer modeste. Et qui finalement, quand on regarde l'histoire des peuples, c'est justement dans ces milieux dits modestes qui sont le plus inventifs pour créer de nouvelles recettes savoureuses avec ce dont on dispose. Pas ce qu'on va chercher de sophistiqué. Ça me renvoie à ce fameux plat populaire sud-africain des familles, disons-le, pauvres, qui va finir même par donner son nom à une musique. Parce que ce plat s'appelle le mbakanga. Et le mbakanga, c'est dans les familles pauvres, quand les restes de légumes qui traînent à gauche, à droite, qu'on ne peut pas récupérer, on met tout ça dans le même pot, on fait une ratatouille. Et donc, c'est plusieurs légumes de plusieurs origines différentes. Aubergines, c'est tomates, c'est gombo, c'est ci, c'est ça. Et donc, ça donne le mbakanga. Et c'est un plat savoureux. Et du coup, le métissage musical de l'Afrique du Sud, qui a la musique des Hollandais qui ont colonisé ce pays, la musique américaine qui arrivait, le rock qui arrivait, et les musiques des Zoulous, des Xhosa, des différentes tribus. Tous ces gens-là se sont retrouvés à la ville, dans les grandes villes comme le Cap, comme Johannesburg. Et dans ce melting pot, toutes les musiques qu'ils ont écoutées, les générations des années 60 ont commencé à produire une musique qui est un mélange de ce cocktail. Et ils ont appelé ce mélange-là aussi le mbakanga. Mbakanga en musique, mbakanga en cuisine, et ça donne toujours ce qui vient du populaire. Donc, félicitons le populaire, applaudissons le populaire, les cuisines populaires, les cuisines simples, les cuisines avec des produits de saison, et surtout, veillez à la transmission et au partage. Aux uns et aux autres, Nathalie, Olivier, Kabé, Axel, un grand merci à chacun d'entre vous. Je vous promets, hein, je vais chercher vos adresses et je vais passer chez chacun d'entre vous pour bien me nourrir. Olivier de Souza, bon, toi de toute façon, comme tu es ma sœur ivoirienne, bravo pour ta recette, pour ce que tu viens de nous proposer.
Et on arrive donc à la fin, comme dit chez moi, quelle que soit la beauté d'un défunt, on est obligé de l'enterrer quand même. Donc tout ça c'est pour dire, quel que soit le plaisir qu'on a dans une situation, on est obligé de mettre un point final à un moment donné. Donc voilà, je vous dis merci à toutes et à tous. Un grand merci surtout à la Villa Rabelais qui nous a accueillis gentiment à Tours, dans la ville de Tours, ici dans son hôtel, l'hôtel de la Villa Rabelais, qui est un hôtel particulier du 19e siècle. Merci à toutes les équipes techniques, ceux qui sont dans l'ombre, mais grâce auxquels on nous voit, on nous entend, à toute cette équipe technique qui nous a filmés. Je leur dis un grand merci. Et quant à vos spectateurs, retrouvez-nous prochainement à Dijon, à Calais, à Clermont-Ferrand, puis à Marseille. Toutes les dates de cette tournée itinérante de les cuisines africaines, vous les retrouverez sur le site lescuisinesafricaines.com. Bonne soirée à toutes et à tous.